Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture du roman Matelot de Pierre Loti. C'est en fait le troisième livre d'une trilogie qui suit donc les romans Mon frère Yves et Pêcheur d'Islande. Donc voilà, j'ai commencé cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Chapitre 1. Un enfant habillé en ange, c'est-à-dire demi-nu avec une fine petite chemise et aux épaules les deux ailes d'un pigeon blanc. C'était au beau soleil d'un mois de juin méridional, dans l'extrême Provence, confinant à l'Italie. Il marchait à une procession de fête-dieu, en compagnie de 3 autres, en costume pareil. Les 3 autres anges étaient blonds et cheminaient les yeux baissés, comme prenant au sérieux tout cela. Lui, le petit Jean, très brun, au contraire, et tout bouclé, le plus joli de tous et le plus fort, dévisageait comiquement ceux qui s'agenouillaient sur sa route. Pas recueilli du tout et possédé d'une visible envie de s'amuser. Il avait l'air vigoureux et sain, des traits réguliers, un train de fruits dorés, et des sourcils comme 2 petites bandes de velours noir. Son regard, candide et rieur, était resté plus enfantin, plus bébé encore que ne le comportaient ses 6 ou 7 ans. Et le bleu de ses yeux, grands ouverts, entre de très longs cils, étonnait avec ce minois de petit arabe. Ses parents, une mère veuve, encore en deuil mais déjà sans le long voile, et un bon vieux grand-père en redingote noire, cravaté de blanc, suivaient d'un peu loin dans la foule, le sourire heureux, fier de voir qu'il était si gentil et d'entendre tout le monde le dire. Pas très fortunée, cette maman et ce grand-père, ne possédant guère qu'une maisonnette en ville et un petit bien de campagne où il y avait des orangers et des champs de roses, apparentés du reste dans tout ce coin de France avec des gens plus riches qu'eux, qui étaient des propriétaires ou des parfumeurs, et qui les dédaignaient un peu. Ils étaient ces Bernis, une très nombreuse famille du pays, non croisée de sang étranger, au moins depuis l'époque sarrasine. Et leur type provençal avait pu se maintenir très pur. Depuis 2 générations, ils faisaient partie de la bourgeoisie d'Antibes. Parmi leurs ascendants, quelques capitaines marins avaient couru la grande aventure du côté de Bourbon et des Indes. Aussi des hérédités inquiétantes pour les mères, se révélaient-elles parfois chez les garçons. À pas lents et religieux, tout en suivant le petit ange brun aux ailes de pigeon blanc, la mère veuve songeait beaucoup, et une préoccupation déjà troublait sa joie de le regarder. Oh, pourquoi l'impossibilité de ce rêve puéril et doux, semblable à celui que font toutes les mères, de le conserver tel qu'il était là. Petit enfant aux yeux limpides et à la tête bouclée. Pourquoi est-ce demain? Est-ce tout de suite l'avenir? Tant de difficultés allaient se lever bientôt autour de ce petit être discipliné et charmant, qui prenait déjà des allures d'homme malgré l'extrême enfantillage de ses yeux, qui avait des insouciances déconcertantes et qui s'échappait quelquefois, qui s'en allait on ne sait où courir jusqu'au soir, pour lui donner la même instruction qu'à tous ses cousins plus riches que lui. Comment faire? Et s'il ne travaillait pas, après tous les sacrifices, que devenir? Maintenant, elle ne souriait plus et elle ne voyait plus la procession blanche, ni le gai soleil, ni la fugitive heure présente. Elle se reprenait uniquement à cette pensée, un peu étroite peut-être, mais si maternelle et qui dominait sa vie, arriver à faire de son pauvre petit Jean sans fortune un homme qui fût au moins égal aux autres garçons de cette dédaigneuse famille des Bernis. Chapitre 2. Un enfant d'une dizaine d'années, l'allure pleine de hardiesse et de vie, déjà presque un grand garçon, avec toujours le même enfantillage et la même limpidité. Dans ses jolis yeux encadrés de velours noir, marchait délibérément sur la plage d'Antibes, suivi de 3 ou 4 autres petits de son âge, dont l'un avait été lui aussi, 4 ans auparavant, un des anges de la fête-dieu.
Avec des airs empressés et entendus comme pour lui porter secours, ils allaient vers une tartane échouée qui se tenait immobile de tous deux côtés. Au milieu des courtes petites lames bleues méditerranéennes, tandis que des pêcheurs, les jambes dans l'eau, demi-nus, s'agitaient alentour. C'était un beau dimanche de Pâques. Jean étrenait ce jour-là son premier costume d'homme. Et certains petits chapeaux de feutre marron à ruban de velours qu'il portait très en arrière, à la façon d'un matelot. Le matin de cette même belle tenue toute neuve, il avait été entendre la grande messe pascale avec sa mère. Maintenant était arrivée l'heure si impatiemment attendue de s'échapper et de courir. Le soir, pour dîner, il rentra en retard, comme toujours, après toutes sortes d'expéditions au vieux port et aux navires. Il avait beaucoup traîné ses habits neufs, malgré les recommandations suppliantes de sa mère, et il portait son petit feutre marron tout de côté sur ses boucles emmêlées et sur son front en sueur. Il fut grondé un peu, mais doucement, comme d'habitude, parce que c'était soir de fête et qu'on devait sortir encore après dîner. Il se mit à table avec son beau costume, se demanda même, par fantaisie, à rester coiffé de ce gentil chapeau marron à large bord qui faisait sa joie. Le vieux grand-père, qui, chaque dimanche, dînait chez sa fille, était là, lui aussi, portant toujours la redingote noire et la cravate blanche qui donnait à sa quasi-pauvreté des dehors tellement respectable. Et le crépuscule de printemps, limpide et rose, éclairait leur table familiale, que servait et desservait depuis des années la même bonne appelée Miette. Malgré ses envies de courir, qui étaient assez continuelles, Jean les aimait bien tous les deux, la maman et le grand-père. Dans son petit cœur primesautier, inégal, oublieux par instants, ils avaient une place un peu cachée, mais sûre et profonde. Et en cet instant même, en cet instant précis, malgré ses airs distraits et absents, malgré l'attraction du dehors qu'ils tourmentait, une image nouvelle de chacun d'eux se superposait, en lui, aux images anciennes. Une image plus solide que toutes les précédentes et qui, dans l'avenir, serait plus chérie et plus regrettée. Et aussi se gravaient mieux les traits de cette pauvre humble Miette qui avait aidé à l'élever et à le bercer. Et aussi tous les détails de cette maison, si provençale d'aspect, d'arrangement et de senteur où il était né. Certains moments, qui semblent pourtant n'avoir rien de bien particulier, rien de plus ni de moins, que tant d'autres restés inaperçus, deviennent pour nous comme d'inoubliables points de repère, au milieu des fuyantes durées. Ainsi était l'heure de ce dîner de Pâques pour ce petit être si enfant, qui sans doute n'avait encore jamais pensé avec tant d'intensité et d'inconsciente profondeur, et à cette empreinte particulièrement durable qui se fixait tout à coup en lui-même. Des bons yeux inquiets de sa mère, de la figure doucement résignée de son grand-père, cravaté de blanc, venaient s'ajouter et se mêler pour le toujours humain, c'est-à-dire pour jusqu'à la mort, une foule d'éléments secondaires. Le premier costume d'homme, présage de liberté et d'inconnu, la couleur d'un papier neuf au mur de la salle à manger, d'autres modestes embellissements au logis dont il se sentait très fier, la joie d'une semaine de vacances qui commençait, et puis l'impression de l'été qui allait venir, le charme de ce premier resplendissement des longs crépuscules, de cette première fois de l'année où l'on dînait, aux belles transparences mourantes du jour, sans la lampe, et enfin, tant d'autres choses encore, dont l'ensemble formait l'enveloppement complexe et indicible de cette soirée heureuse. Les images qui s'inscrivaient là, au fond de sa mémoire, dans un inséparable assemblage, auraient pu s'appeler instantané d'un beau soir de Pâques. Tandis qu'elle, la mère, plus anxieusement le regardait, lui trouvant l'air si distrait et si ailleurs. Depuis longtemps, elle avait son idée,
sans plan obstiné pour garder ce fils unique en Provence et vieillir auprès de lui. Un oncle Berny, le seul des Berny riches qui fit attention aux jolis petits-neveux pauvres, était un des parfumeurs du pays. Autrement dit, possédait dans la montagne une usine où se distillait la moisson de géranium et de roses des champs d'alentour. Et il avait parlé de se charger de l'avenir de Jean, de lui céder plus tard la place si Jean, se faisant homme, devenait soumis et travailleur. Mais à ce dîner de Pâques, elle s'attristait plus désespérément de lui voir la tête sans cesse tournée vers cette fenêtre ouverte, par où le port apparaissait, avec les navires, les tartanes et les chapets bleus du large. Chapitre 3. Un soir accablant et splendide de fin de juin, dans une salle d'études où entrait à flot le soleil doré de 6 heures, un grand garçon charmant, à tournure d'homme, serré dans sa tunique trop petite et collégien, songeait tout seul, les yeux en plein rêve. Les classes venaient de finir, les externes étaient sortis. Les autres s'amusaient dans une cour éloignée. Lui, Jean, qui faisait partie du tout petit nombre des pensionnaires, dans ce collège provençal de Mariste, jouissait ce soir d'une liberté de faveur, parce que le jour même, son nom avait paru à l'officiel. Jean Berny, admissible à l'école navale. Et il s'était isolé dans cette salle d'études, pour réfléchir à la grande nouvelle qui ouvrait devant lui l'aventureux avenir. Il avait fait l'abandon de tous ses chers projets. Sa mère, cela va sans dire. Elle avait consenti, puisqu'il le voulait, à le laisser entrer dans cette marine si redoutée. Et la chose, une fois admise, elle s'était imposée, pour qu'au moins il réussisse. Des privations constantes et extrêmes, admissibles au borda. Il avait pourtant bien flâné, bien perdu son temps en enfantillage de toutes sortes, d'un bout à l'autre de ses années de collège, pendant que la maman et le grand-père là-bas, et aussi l'humble Miette, économisaient sur toute chose pour payer sa pension et ses répétiteurs. Par exemple, à présent qu'il était admissible, il s'était dit qu'il allait employer tout à fait bien les 2 mois de grâce qu'il lui restait avant le décisif et terrible examen oral. Mais il se donnait vacances ce soir et encore demain, rien que pour rêver un peu. D'abord, il s'était amusé à écrire. En tête de tous ses cahiers de mathématiques, en regard de son nom, la date joyeuse et troublante de ce jour. Et maintenant, il pensait au pays lointain, que baignent des mers étranges. Autour de lui, le vieux collège mariste entrait dans le calme des journées finissantes. Les salles vides, les couloirs déserts s'emplissaient du silence sonore des soirs d'été. Par les fenêtres grandes ouvertes, l'or de ce soleil, au déclin, se diffusait partout, jetant sur la nudité des murs, badigeonnés d'ocre jaune, une chaude splendeur. Et dans le ciel, passaient et repassaient les tourbillons d'hirondelles noires, ivres de mouvement et de lumière, qui de minute en minute, à chaque tour de vol, lançaient dans le collège silencieux leurs cris comme une fusée. Et dans la mémoire de Jean, toute cette soirée et toutes ces choses se gravaient au lieu profond, allaient devenir, comme jadis le dîner de Pâques, souvenir capital et point de repère. Mais avec encore plus d'éléments étrangers et mystérieux cette fois, avec plus de mélancolie inexpliquée. Jusqu'à l'heure où les premières chauves-souris s'échappèrent discrètement de dessous la vieille toiture chaude, il resta là, tranquille et seul, songeant à cette marine qui, tout à coup, venait de se rapprocher, presque à portée de sa main. Et la splendeur de l'air lui parlait de contrées mornes et lumineuses, de villes orientales, de plages inconnues, et vaguement d'amour. 2 mois plus tard, vers le milieu des vacances à Antibes, la promotion de l'école navale allait être publiée. Une attente cruellement anxieuse planait sur la maison, brûlée de soleil provençal, où le grand-père venait chaque jour aussitôt après l'arrivée de l'officiel, dire que rien encore n'avait paru. Par l'un des Berny riches, qui avait cette fois daigné intervenir, on avait obtenu des recommandations.
de grands personnages auprès des examinateurs, et la mère de Jean espérait. C'était d'ailleurs comme une question de vie ou de mort. Comme ses 17 ans allaient sonner bientôt et que s'il était refusé, le Borda lui serait fermé inexorablement, à tout jamais. Quant à lui, son insouciance ne se comprenait plus. Quelque chose de nouveau dont ses parents s'inquiétaient avait dû germer dans sa jolie tête à la fois légère et obstinée. C'est difficile à conduire, car même son enfantillage extrême n'expliquait pas ce détachement-là. Vraiment, on eût dit qu'il n'y tenait plus à cette marine. Mais ils reculaient, tous deux, de l'interroger, ayant presque peur de savoir. Du reste, tout à fait jeune homme à présent, portant fine moustache et ayant quitté sa tunique de collégien pour un élégant costume anglais, il était constamment dehors et s'attardait beaucoup, les soirs, à des équipées d'amour. C'étaient pourtant bien toujours les mêmes yeux candides d'un bleu-gris, très largement ouverts, dans le noir épais des cils. Toujours les yeux du petit ange de la Fête-Dieu, qui éclairait sa figure déjà virile et fière. Et il désarmait les reproches, ces yeux-là, par tout ce qu'il avait d'enfantin et d'irresponsable, de très doux aussi, et de très bon. En réalité, il était doux et bon, comme son regard le disait, ce Jean, si peu sage. Sa mère et son grand-père, qu'il savait presque constamment faire souffrir, il les aimait avec une tendre adoration. S'il était dur avec eux souvent, c'est qu'il représentait encore pour lui l'autorité, contre laquelle son indiscipline naturelle se maintenait en révolte. Le meilleur de son cœur, il le montrait aux plus humbles et aux plus dédaignés. À miettes, quelquefois, ou bien à des petits mendiants, à des vieux pauvres, à des bêtes en détresse, et la maison était comiquement encombrée de 3 ou 4 maigres chats très laids, ramassés par lui, sauvés tout petits de la noyade, essuyés avec amour et rapportés dans ses bras. Un jour, le vieux grand-père, toujours boutonné et correct dans sa redingote noire, qu'on n'avait cependant pas renouvelé cette année pour pouvoir payer un répétiteur de plus à son petit-fils, arriva un peu plus tard que de coutume, d'une allure saccadée qui n'était pas la sienne. Miette, qui le guettait à la fenêtre de la cuisine, effrayée de lui voir un journal à la main, referma vite les volets, comme pour retarder le moment de savoir, et s'assit pour attendre, le cœur battant très fort. Il entra et, dès qu'il fut monté dans le petit salon du premier étage, il appela d'une voix pas ordinaire « Henriette, viens ma fille !» Elle arriva, brusque et haletante. « Qu'est-ce qu'il y a ? Il est refusé, n'est-ce pas ?»« Eh bien, oui. Oui, ma fille. Du moins, nous devons le penser, car voici l'officiel. En son nom, ne s'y trouve rien. » « Oh Seigneur mon Dieu !» dit seulement la mère d'une voix basse et accablée, en se tordant les mains. Et ils restèrent silencieux, l'un près de l'autre, le vieillard et elle, anéantis devant l'effondrement de tous leurs espoirs terrestres. Ils n'avaient rien à se dire pendant ces jours d'attente. Ils avaient épuisé le sujet dans leur causerie inquiète, examiné toutes les faces et prévu toutes les conséquences de cet irrémédiable malheur. Que ferait-il, que consentirait-il à faire, ce Jean qui n'avait pas osé interroger? Pour le maintenir au lycée sur le même pied que les autres, pour conserver la petite maison et à ses habitants une tenue convenable, il avait fallu emprunter, hypothéquer le bien de campagne, les orangers hérités de famille et les champs de roses. Et à présent que ce but, auquel ils avaient sacrifié tout, était manqué pour jamais, ils ne voyaient plus, dans leur impuissance matérielle, à pousser leur fils vers d'autres études. Non, vraiment, ils ne voyaient plus rien. Tout leur paraissait brisé et fini. Des présages d'irrémédiable deuil flottaient devant leurs yeux, et sans bien s'expliquer pourquoi, ils jugeaient leurs gens comme perdus. Et pendant leur long silence, il leur semblait même qu'un souffle de mort, d'émiettement et de dispersion passait sur leur pauvre chère demeure, si péniblement conservée. Et c'est là-dessus que je vais arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.